Bonjour à tous, bienvenue à cette Innovation Corner consacrée à l'innovation dans nos organisations. On va commencer dans 30 petites secondes, le temps que tout le monde s'installe. Vous allez entendre un petit peu de musique. C'est tout à fait normal et on démarrera ensuite avec les premières présentations. Je vous donne rendez-vous là dans 30 secondes, le temps que tout le monde s'installe. À tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire consacré aux innovations, aux dernières innovations dédiées à l'organisation collaborative. Je suis Benjamin Grand, je suis directeur de la relation grand compte chez Cap Digital et je serai l'animateur de cette matinée. Merci à tous de vous être connectés ce matin. Nous sommes ensemble pour à peu près 2 heures, jusqu'à 10h30, 11h. J'espère que le son est bon de votre côté. N'hésitez pas à le signaler et signaler toutes questions techniques avec l'onglet chat qui est disponible dans l'interface sur le côté droit de votre écran. Si vous voulez poser des questions, et je vous invite à le faire tout au long des présentations, il faudra utiliser l'onglet questions. Cette séquence sera disponible en replay si vous n'avez pas la possibilité d'assister à son intégralité. On vous communiquera bien sûr le lien. Aujourd'hui, donc, nous sommes pour un Innovation Corner. Je rappelle que ces Innovation Corner ont lieu depuis l'année 2020, depuis l'année dernière. On a traité d'un certain nombre de sujets sur la sobriété numérique, sur les technologies de confiance dans la Smart City, sur l'innovation dans la logistique urbaine, sur l'économie circulaire dans la ville. L'ensemble de ces séquences sont disponibles en replay si vous voulez les revoir. Et cette année, on a ouvert le bal au premier semestre avec l'automatisation de l'IA, un passage à l'échelle d'industrialisation qui a eu lieu le 30 mars dernier. Le dernier Innovation Corner était consacré à l'innovation dans les grands projets d'infrastructure et nous sommes aujourd'hui réunis pour parler de l'organisation collaborative, de quelle manière les nouveaux outils, les nouveaux services proposés par les membres de Cap Digital peuvent vous aider sur ce sujet. L'organisation collaborative, c'est un sujet très important, c'est un sujet qui est au cœur de toutes les stratégies des organisations depuis que la pandémie nous a frappés. Et on a la chance d'avoir chez Cap Digital de nombreux acteurs qui sont positionnés sur le sujet. Des acteurs et aussi des experts. Alors, le programme de cette matinée on aura une introduction de Yann-Maël Laher, de l'entreprise pyramidale aux réseaux sociaux. On aura ensuite Frédéric Chabert d'Efensi qui nous parlera de leur outil Team Together. Ensuite, c'est Raphaël Nicolas qui nous parlera de l'assistance vidéo en réalité augmentée. Un retour d'expérience d'esprit collaboratif avec leur client RTE qui nous parlera de leur démarche d'intelligence collaborative au service du développement économique et des enjeux territoriaux. Demain, tous formateurs, c'est Alban Péan de la PME My Serious Game qui nous parlera de leur outil Edmil. Et on terminera avec Clément Guedji qui nous fera un propos sur leur outil qu'ils ont implémenté chez Framatome pour
partager les savoir-faire. Voilà. Chaque séquence, chaque intervention va durer 12 minutes. Je serai attentif au respect de ce timing. Je demanderai à nos intervenants d'y être aussi attentifs. Je demanderai aussi à tous ceux qui veulent poser des questions à ne pas hésiter à le faire en utilisant l'onglet questions. Voilà. Et puis, on prendra les questions à la fin de chaque présentation et on posera les questions aux intervenants. Et ensuite, les intervenants pourront continuer à répondre aux questions en utilisant l'onglet questions. Voilà, si jamais le temps qu'il leur est imparti est terminé, qu'on doit passer aux présentations suivantes. Alors, j'espère que tout est clair pour vous. Je vais maintenant demander à Yann Maël d'activer sa caméra, d'activer son micro et puis de nous faire sa présentation. On demande toujours dans ce format des Innovation Corner, qui, je le rappelle, sont dédiés à nos membres, à nos invités. On demande toujours à ce qu'il y ait l'intervention d'un expert, d'un académique qui soit spécialiste du sujet qu'on traite. Aujourd'hui, c'est Yann Maël qu'on a invité à intervenir. Yann Maël, je t'en prie, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis très heureux aujourd'hui de participer avec vous à cette thématique qui me tient très à cœur. De l'entreprise pyramidale aux réseaux sociaux, c'est le titre d'un article que j'avais écrit l'année dernière, en plein Covid. J'avais du temps pour écrire et pour réfléchir, et je pense qu'il est essentiel de continuer à réfléchir justement sur l'entreprise aujourd'hui. Attention au son. Alors, je ne sais pas si... Oui, effectivement, il y a un petit souci de son. Le son saute. C'est comme si... est-ce qu'il faut que tu tiennes ton micro plus près de la bouche, éventuellement? Je vais essayer de me rapprocher, mais d'habitude, ça marche bien. Alors, Oui, c'est bizarre. Le son saute un petit peu. Je t'en prie, continue. Et puis, si le problème persiste... Très bien. Donc, je parlais de l'entreprise et de la réflexion qu'il faut avoir aujourd'hui sur, finalement, comment le numérique, parce que la vraie question, c'est celle-là, comment le numérique bouscule les organisations telles qu'on les connaît. Alors, j'ai écrit un ouvrage, Le droit du travail à l'heure du numérique, qui est issu de ma propre thèse sur le sujet, que j'ai présenté en 2017. Donc, preuve que le sujet n'est pas si nouveau que ça. Mais ce qu'on a vu, ce qu'on constate tous, c'est que la crise du Covid a été un amplificateur et un révélateur d'un certain nombre de choses qui ne fonctionnent plus dans les organisations, qui ne fonctionnaient plus. Mais maintenant, il y a tout un tas de gens qui ne voulaient pas forcément voir le problème. Aujourd'hui, le problème saute aux yeux à tous. Si on veut collaborer à distance, si on veut que les organisations fonctionnent bien en utilisant bien tous les outils numériques, eh ben, il y a des fondamentaux, notamment dans le droit, qu'il va falloir réinventer, repenser. Pourquoi le droit? Le droit, en fait, il suit et il accompagne les transformations technologiques. Avant l'entreprise industrielle, il y avait d'autres formes de droit, mais on n'avait pas de contrat de travail. On ne parlait pas de subordination et on ne parlait donc pas de cette entreprise hiérarchisée, pyramidale. On avait d'autres liens, on pense notamment les premiers ouvriers, les artisans qui étaient dans des corporations. Une corporation, ça ne fonctionnait pas comme une entreprise pyramidale. C'était encore différent. Je pense aussi au compagnonnage. Toutes ces formes d'emploi qui ont disparu ou qui se sont un petit peu presque qui se sont plutôt éteintes et qui ont laissé la place donc au Fordisme qui a été accompagné par le droit du travail, le principe de subordination. Il y a une citation que j'aime beaucoup et qu'à mon avis vous pourrez retenir, c'est « Il suffit de comparer un Minitel et un ordinateur pour deviner les liens profonds qui unissent à un moment donné un objet technique et une culture juridique. Dans le Minitel se retrouve tout l'esprit du droit français, des services publics, une organisation en arbre, pyramidale, centralisée. Dans l'ordinateur relié à Internet se retrouve tout l'esprit de la common law, une organisation
en graphe aux contours insaisissables. Et ceux qui connaissent le droit un peu anglo-saxon, justement, c'est un droit qui est beaucoup plus évolutif, qui s'adapte beaucoup plus aux organisations, et puis d'abord, généralement, il n'est pas tout à fait écrit, donc il s'arrête beaucoup moins, et il prend beaucoup plus en compte finalement ce qui se passe sur le terrain. Donc, je disais tout à l'heure, en guise d'introduction, la crise du Covid, ça a été un vrai révélateur de tout ce qui ne fonctionnait pas. Et ça a permis aux entreprises de s'interroger sur comment, finalement, si tout le monde travaille à distance, ou beaucoup de gens travaillent à distance, c'est quoi le travail, comment je fais pour mesurer qui travaille pas, comment et ça c'est l'objet en particulier du jour, comment je fais en sorte que les gens soient efficaces à distance. Est-ce qu'on échange de la même façon à distance? Est-ce que finalement j'ai besoin d'avoir tout le monde sur site? Maintenant, c'est un peu la question qu'on se pose. Est-ce que tout le monde va devoir revenir dans l'entreprise? Moi, je vois qu'il y a deux mouvements de fond. Il y a les entreprises qui ont joué le jeu du télétravail assez vite et finalement, ça s'est bien passé et on va poursuivre. Et puis, il y a des entreprises qui ont un petit peu joué le contre-télétravail en rajoutant encore plus de règles, en renforçant finalement cette subordination et en disant aux collaborateurs qu'ils ne leur faisaient pas confiance. Et donc, le télétravail, c'est quasiment terminé maintenant dans ces entreprises-là. On revient 5 jours sur 5. Et donc, c'est des entreprises qui, à mon avis, sont passées à côté de l'objet collaboration. Alors, le management d'une équipe à distance, c'est sûr qu'il est radicalement différent d'une organisation où tout le monde est sur place tout le temps. Finalement, quand on est dans une organisation à distance, on a deux choix. Est-ce qu'on renforce le contrôle? On demande, par exemple, aux collaborateurs d'allumer leur caméra en permanence pour s'assurer qu'ils travaillent bien? Ou alors, est-ce qu'on fait confiance aux gens et on leur donne des objectifs atteignables et on contrôle finalement l'atteinte de ces objectifs? Est-ce qu'on intéresse les gens finalement à la réussite du collectif? On peut aussi dire, voilà, si les objectifs du collectif sont atteints, on a une prime pour tout le monde. Ou alors, est-ce qu'on donne juste une prime à ceux qui atteignent leurs objectifs? Déjà, vous voyez, dans ces deux paradigmes, d'un côté, on est intéressé uniquement par sa réussite personnelle. Dans l'autre, on est intéressé par la réussite du collectif. Ça, c'est des règles très, très simples qui sont vraiment fondamentales pour moi du travail à distance et finalement d'une organisation plus numérique où on s'intéresse moins aux relations hiérarchiques qu'à l'investissement des individus, mais dans un collectif un peu plus grand. La difficulté aussi dans le management qu'on voit dans ces organisations un peu nouvelles, c'est que le lien hiérarchique, il ne sert pas à grand-chose dans une équipe. Finalement, le manager, ce n'est pas toujours celui qui cheffe tous les projets. On est au sein de plein d'équipes et chaque chef d'équipe n'est pas le manager de la personne. Donc, il y a une distorsion de plus en plus grande entre le lien hiérarchique et puis finalement le rôle de leader, de chef de projet. Ça aussi, c'est vraiment un peu nouveau. Et dans une organisation qui travaille à distance, on peut travailler avec plein d'équipes très différentes les unes des autres, travailler sur plein de projets très différents les uns des autres. Et le manager, il n'a pas ce rôle de contrôleur, mais il a plutôt un rôle, moi ce que j'aime bien dire, c'est de community manager ou de centre de ressources. Il doit accompagner les collaborateurs à aller au bout de leur mission. Alors, on a vu pendant cette crise du Covid une multitude de réunions virtuelles. Toujours pareil, avec le numérique, il y a un côté, on peut très bien faire les choses et puis on peut aussi renforcer le contrôle.
Et donc, la multiplication des réunions virtuelles, ce n'est pas forcément quelque chose de positif, ce n'est pas quelque chose qui va avec une organisation vraiment collaborative. Une organisation vraiment collaborative où finalement on fait des réunions tout le temps, les réunions tout le temps, c'est d'abord là pour contrôler les individus, pour s'assurer que ça fonctionne bien et on essaye de replaquer ce qu'on fait dans l'entreprise. Dans l'entreprise, je vois mes collaborateurs régulièrement parce que je les croise dans les couloirs. Donc, du coup, je vais vouloir les croiser dans des réunions en ligne à distance. Mais pendant ce temps-là, évidemment, déjà, c'est très artificiel, ces réunions-là. On est dans une posture. Là, je ne vous vois pas, mais du coup, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si on demande à tout le monde d'allumer sa caméra, eh ben, évidemment, vous allez vous mettre en mode il faut s'assurer de ne pas faire la grimace, il faut avoir l'air sérieux et finalement, ça va nuire à votre capacité à vous exprimer, à votre créativité, alors que finalement, vous pouvez écouter d'une oreille un peu moins attentive, travailler sur autre chose et capter vraiment ce qui vous intéresse. L'idée des réunions, c'est pas ça. L'idée d'une réunion efficace, c'est que vous participez aux réunions qui vous intéressent vraiment et vous gardez du temps pour vous, pour travailler sur vos sujets de fond. Une organisation collaborative, ça doit être une organisation où on est aussi efficace. Et donc la multiplication de ces réunions virtuelles, ça nuit au travail et ça nuit aussi à la créativité des individus. Et puis ça peut aussi avoir un impact sur la santé. On ne mesure pas encore tout, mais vraiment, les réunions toute la journée, c'est épuisant. Et ça, je crois que tout le monde le sait. Donc, un petit truc, dans vos réunions virtuelles, ceux qui ne parlent pas n'ont pas besoin d'allumer leur caméra ou alors juste au début, ça peut être quelque chose de bien à mettre en place, juste voir la tête de tout le monde avant de commencer parce que justement, ça permet de créer un tout petit peu de lien et de savoir qui est qui. Mais pour le reste de la réunion, ce n'est pas quelque chose de nécessaire. Alors, je disais, ces réunions qu'on a démultipliées, c'est vraiment généralement plutôt un gage de on ne fait pas confiance et on ne connaît pas d'autres outils. On n'a pas envie de varier de l'organisation traditionnelle qu'on connaissait. Alors que ce qui nous manque vraiment quand on est à distance, finalement, c'est la sérendipité, ce que j'appelle la machine à café un peu électronique. Quand on va à la machine à café, c'est souvent là qu'on fait du lien avec les autres, qu'on échange sur des sujets souvent paraprofessionnels, mais qui sont tellement importants justement pour cette collaboration. Pour travailler avec les autres, on a besoin de leur faire confiance, on a besoin de se sentir bien soi-même et on a également besoin finalement de connaître le mode de fonctionnement des autres. Il y a la machine à café, c'est l'endroit où on apprend à connaître ses collègues et aussi parfois, je te disais, la sérendipité, par le biais d'une conversation impromptue, on apprend que dans tel autre service, par exemple, euh, il y a un projet sur lequel on peut rebondir, sur lequel on va pouvoir créer des liens, alors que ce n'était pas forcément pensé comme ça dans la matrice. Et c'est vraiment comme ça qu'on va réussir à faire fonctionner une organisation collaborative, c'est en inventant des moments d'échanges impromptus. Les échanges impromptus, ça ne se fait donc pas dans une réunion Zoom à 50, mais ça se fait, pourquoi pas, sur un réseau social d'entreprise. Donc le réseau social d'entreprise, il y a beaucoup d'entreprises qui en ont, notamment les grandes structures, mais très souvent, ça ne marche pas. Le réseau social, finalement, les gens restent dans une posture. Beaucoup de collaborateurs ne savent pas quoi échanger dessus. Donc, il faut évidemment donner l'impulsion, il faut donner des sujets. Et comme à la machine à café, finalement, sur le réseau social d'entreprise, il faut qu'il y ait des sujets qui soient paraprofessionnels. Il ne faut pas imaginer qu'à la machine, et on le sait, à la machine à café, tout le monde ne parle pas que du boulot, on parle aussi de son week-end, etc. C'est des moments qui sont essentiels. Il faut recréer ces moments-là sur le réseau social. Ce qui est intéressant avec le réseau social, c'est que c'est un endroit qui est facultatif. Ceux qui n'ont pas le temps et qui sont charrettes, ils n'ont pas d'obligation d'y assister. Et puis, comme
comme les collaborateurs aussi, parfois on fait des pauses, tout le monde sait qu'on fait des pauses numériques, des pauses Facebook, et ben, il vaut mieux aller faire sa pause finalement avec ses collègues sur le réseau social de l'entreprise. Il faut que finalement sur Facebook ou sur LinkedIn où on va se faire démarcher, où on va échanger d'autres liens, peut-être même parfois avec des entreprises concurrentes, alors qu'on a une opportunité vraiment pour faire du réseau social cet espace où on crée du lien collectif. Et j'ai ajouté sur cette slide, réinventer le dialogue social en ligne. C'est important aussi d'intégrer finalement les partenaires sociaux dans cet espace. Qui dit organisation collaborative dit qu'on n'oublie personne sur la route, et les syndicats ont aussi un rôle à jouer dans cette organisation où on parle de tous les sujets. Ça peut aussi permettre de remettre au cœur du dialogue social les sujets que se posent vraiment les collaborateurs, de voir quels sont les irritants dans l'entreprise plutôt que de les découvrir dans des tweets anonymes ou d'autres formes de débordement social. Donc, moi, j'invite vraiment les organisations à réfléchir, quand elles parlent d'organisation collaborative, à intégrer d'abord tous les collaborateurs. Il y a encore des entreprises où il y a beaucoup de salariés qui n'ont même pas une adresse mail. Moi, j'ai travaillé dans l'industrie à une époque, et il y avait des collaborateurs qui n'avaient pas d'adresse mail. Donc, pas d'adresse mail égale on ne participe pas à l'organisation. Oh, on a un problème de son, Yann Maël. Ah, Oui, c'est ça y est, vrai. c'est bon. Non, c'est bon. J'espère. On arrive d'ailleurs au terme. Hein. On est en Oui. train de dépasser Ah, mais temps. il reste une toute dernière slide, donc ça va aller très très vite. Je parlais justement du réseau social, d'entreprise, comment on intègre tout le corps social. Faut pas penser que les réseaux sociaux d'entreprise, c'est uniquement pour les managers ou ou les cadres. Il faut vraiment intégrer tout le corps social, et ça peut s'intégrer à la fois dans des chartes sur le dialogue social en ligne, ça peut s'intégrer dans l'accord sur le télétravail. Dans le télétravail, on peut aussi penser à ceux qui ne télétravaillent pas et essayer de créer une organisation plus grande avec des gens qui n'ont pas l'habitude de se voir, et former aussi bien les managers que les salariés à prendre la parole sur les réseaux sociaux. Et puis, ça peut aussi s'intégrer dans le droit à la déconnexion, savoir à quel moment on peut poster tel ou tel type de message, ou permettre aux collaborateurs, par exemple, d'aller sur ce réseau social d'entreprise en dehors du temps de travail, parce que finalement, si c'est pour quelque chose de plus grand, ce n'est pas que du travail, mais c'est aussi... Hop, ça coupe. Voilà. Bon, je suis désolé pour le son. Je comprends. Écoute, on a eu en tout cas la très grande partie, toute ta présentation, il n'y a pas eu de problème de son, donc Très bien. c'était parfait. J'avais Voilà. peut-être une question, là j'en vois pas, mais si on a, n'hésitez pas à les poser en utilisant l'onglet questions. On voit bien que le lien dans le contexte télétravail, le lien entre les salariés et la direction est à réinventer via des plateformes. Ça peut être des plateformes ouvertes. Tu parlais de LinkedIn, comme des plateformes fermées finalement. Alors, moi, je me méfie quand même des plateformes type LinkedIn, Facebook qui échappent, notamment pour les grandes entreprises, qui échappent complètement à l'entreprise, parce que ce n'est pas l'entreprise qui édicte les règles. Du jour au lendemain, telle ou telle plateforme peut changer son mode de fonctionnement. Or, notamment à Facebook, et aujourd'hui, les groupes, par exemple, les groupes privés sur Facebook fonctionnent très bien, et les collaborateurs n'ont pas attendu les entreprises pour créer des groupes pour échanger entre eux. Et il y a aussi des groupes WhatsApp, etc., qui vont échapper complètement aux directions sociales, qui vont échapper complètement à l'entreprise, et elles ne seront même pas responsables de la modération sur ces groupes. Donc, il vaut mieux internaliser finalement ce dialogue social
et ce dialogue social est important dans Mm. l'organisation collaborative. Ok, il faut créer son propre outil. C'est l'idéal. Mais pour que ça fonctionne, il faut vraiment faire confiance aux collaborateurs et pas sanctionner les gens parce qu'ils ne sont pas dans le vent dominant. Il faut que les gens ils se sentent libres de dire ce qu'ils pensent dans l'entreprise. D'accord. Je te remercie beaucoup, Yann Maël. Pour tous ceux qui souhaitent continuer la discussion avec toi, on va communiquer tes coordonnées dans l'onglet de chat. Et puis tous ceux qui veulent continuer à dialoguer avec toi, n'hésitez pas à le faire. Merci beaucoup, Yann Maël. Je vais passer à la présentation suivante. C'est Frédéric, dirigeante et cofondatrice d'FMC, que nous allons écouter. Merci, Yann Maël. À bientôt. À bientôt. Bonjour, Frédéric. Bonjour à tous. Donc, je suis Frédéric, la CEO d'FNC. Je crois que j'ai pas la main pour changer les. En fait, avec les flèches de ton ordinateur. Ok. Pardon, hop, je passe. Voilà, c'est là. Ok, super. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie d'intervenir aujourd'hui sur le thème organisation collaborative, les dernières innovations. Pour vous l'illustrer, je voudrais vous présenter ce qu'on a mis en place avec Société du Grand Paris dans le cadre des projets qu'ils ont amenés. Donc moi, je suis Frédéric, la fondatrice d'FNC. On a développé Teamgiver, le coach digital en efficacité collective. Alors, en fait, on s'est rendu compte, donc ça fait 5 ans que j'ai fondé FNC, et en fait, on s'est rendu compte que c'est assez statistique, hein, qu'on passe 50% de son temps de travail en équipe, et que pourtant 60% des grands projets échouent, et ça pour un premier facteur qui du coup peut passer en facteur clé de succès ou en facteur d'échec, c'est le facteur humain. Et justement, dans mon expérience professionnelle, donc là, je me replonge il y a plus de 5 ans en arrière. Dans mon expérience professionnelle, je devais animer des groupes de travail entre grandes entreprises, petites entreprises, laboratoires de recherche, un peu dans le style Cap Digital. Et l'objectif de ces groupes de travail, je travaillais avec des experts, c'était de concevoir des projets d'innovation, de recherche et développement. Donc moi, je travaillais dans le secteur de l'automobile. J'avais face à moi les meilleurs experts, et s'ils arrivaient à s'aligner sur un projet à développer ensemble, ils pouvaient obtenir un financement public. Et puis, dans certains ateliers, je ressortais et personne s'était aligné, il n'y avait pas de projet, alors que pourtant, quand même, il y avait quelque chose d'assez motivant qui était le financement public en face. Et du coup, j'ai commencé à me poser cette question, mais qu'est-ce qui fait que ces experts, qui ont donc la tête bien faite, en fait, n'arrivent pas à collaborer, à se mettre d'accord ensemble sur un projet à mettre en place en commun? Donc, j'ai commencé à me questionner sur qu'est-ce qui crée de bonnes interactions dans une équipe de travail. Et donc, quelques années plus tard, c'est FNC. On a mené un travail de recherche en sciences cognitives avec CogX. C'est un collectif de chercheurs qui viennent principalement de l'ENS, donc une référence dans le domaine. Et avec eux, on a cherché à modéliser, à comprendre ce qui crée de bonnes interactions dans une équipe de travail. Donc, à la fois, on a la bonne diffusion des idées au sein du groupe, et d'autre part, l'implication des membres dans la tâche. Et de ces 2 grands piliers, en ont découlé 8 traits de caractère qui sont prédictifs d'une bonne efficacité collective. Ces traits de caractère, c'est des traits de caractère qu'on vient mesurer chez chacun des membres d'une équipe et qui vont nous permettre, et on a digitalisé une solution autour d'eux, qui nous permettent de diagnostiquer quel est le profil collaboratif d'une équipe de travail. Donc, ce diagnostic, à la fois, on vient voir quelles sont les forces d'une équipe et quels sont les points qui sont plus en divergence sur les traits de caractère qui sont prédictifs d'une bonne efficacité collective. Ce diagnostic, il est débriefé par nos coachs partenaires qui vont venir construire un programme de développement avec l'équipe qui ensuite sera porté par le digital. En fait, ce qu'on vient voir, c'est comment fonctionne la dynamique d'équipe par rapport aux objectifs que cette équipe a à atteindre. Et on vient caler tout ça et donc porter l'efficacité collective de telle sorte à ce que l'équipe soit en capacité de bien réaliser, de bien atteindre ses objectifs. Tout ça, c'est accompagné par le digital, à la fois en accompagnement individuel pour développer de meilleures interactions, une meilleure cohésion. Et on vient également supporter le manager pour développer une posture de manager coach.
tout ça, c'est intégré dans les outils de travail collaboratif. Notre objectif, c'est de ne pas faire sortir l'utilisateur de là où il est en train de travailler, d'autant plus en ce moment, dans cette période où on est tout le temps connecté, où on utilise de plus en plus les outils de travail collaboratif. Donc, on a commencé par se déployer sur Slack et on est une application au cœur du store de Microsoft Teams. On est aussi interfaçable avec d'autres outils de travail collaboratif. Là, on va se déployer sur Citadel pour répondre aux enjeux d'un projet dans le secteur militaire. Et on vient également et on a développé toute une palette d'outils qui permettent d'évaluer qualitativement et quantitativement l'efficacité des actions qui sont mises en œuvre. Alors peut-être pour rebondir sur ce que disait Yann Maël, notre objectif, c'est pas de venir fliquer ou tracer chacun des membres de l'équipe, c'est vraiment de regarder dans le collectif quelle est l'ambiance et quelle est l'efficacité ressentie par les uns et les autres. Et c'est ce qu'on vient tracer tout au long de l'accompagnement digital, qui est donc accompagné au cœur des outils de travail collaboratif. Donc, tout au global, ce qu'on a développé chez FNC, c'est Teamgiver, donc le coach digital en efficacité collective, qui est le premier coach digital de type chatbot, qui vient donc répondre à des enjeux d'efficacité collective, qui est basé sur un travail de recherche en sciences cognitives et qui nous permet à la fois de comprendre et d'améliorer quelles sont les interactions dans des équipes de travail et de proposer dans le quotidien des équipes des recommandations, des challenges, des conseils via les outils de travail collaboratif. Alors pour vous l'illustrer et du coup pour répondre à cette question innovation et puis comment est-ce qu'on les met en œuvre concrètement, je voudrais vous parler de ce qu'on a mis en place et de ce qu'on continue à accompagner chez Société du Grand Paris. Donc, chez Société du Grand Paris, l'enjeu, c'était comment finalement mêler formation et action pour tenir les délais de mise en place de grands projets. Alors, je pense que vous le savez tous, Société du Grand Paris, c'est quand même une structure qui a des enjeux incroyables à réaliser avec la mise en place d'infrastructures d'ici 2024. Donc, c'est 68 gares à créer, 4 nouvelles lignes. Enfin, c'est des enjeux assez incroyables avec, pour soutenir ce projet, 250 personnes à fin 2018 et puis 1000 à fin d'année 2021. Donc finalement, les enjeux d'efficacité collective, ils sont vraiment au cœur des enjeux de construction du Grand Paris. Et donc, on a travaillé avec Laurent, le pilote de l'équipe méthode et outils, donc qui visait, donc on a commencé à travailler avec lui en 2020. Son objectif, c'était de dire l'efficacité collective, c'est vraiment au cœur de nos enjeux. Comment est-ce qu'on va pouvoir arriver à faire bien collaborer des collaborateurs déjà qui sont déjà dans l'entreprise, mais aussi ceux qui vont arriver? Comment est-ce qu'on travaille bien aussi avec nos 7000 prestataires, partenaires qui travaillent sur les chantiers? Donc finalement, comment est-ce qu'on crée la cohésion pour être efficace dans les projets? Donc il a testé notre solution sur son équipe donc en 2020. Alors comment ça s'est passé? Donc ce qu'on propose au cœur des FNC, c'est d'abord, donc, comme je vous l'ai dit, d'évaluer quelle est la dynamique d'une équipe en place. Alors, mettons par exemple une équipe qui a une appartenance au groupe divergente. C'est un des traits de caractère qui est prédictif d'une bonne efficacité collective. L'appartenance au groupe, c'est hyper important. Quand on se sent appartenir au groupe, on fait du succès collectif un peu son propre succès. Mais du coup, comment est-ce qu'on crée le bon équilibre autour de cette thématique? Et donc, ce qu'on propose au cœur de notre solution, c'est un programme d'accompagnement en 6 séquences de travail qui vise à renforcer les fondamentaux collectifs, favoriser la confiance et le partage pour des interactions efficaces et conviviales. Comment est-ce qu'on fait vivre ce programme au cœur de notre outil? À la fois, les collaborateurs ont accès à des recommandations qui sont personnalisées de type un peu introspective pour se questionner sur leurs pratiques. Par exemple, un collaborateur 1 qui se sent très fortement appartenir au groupe, quitte à se détacher un peu ou à perdre un peu les autres en cours de route, on va par exemple lui proposer de prendre un peu de distance vis-à-vis de ses équilibres de vie. A contrario, un collaborateur qui va se sentir un peu détaché du collectif, il ne sait plus trop quelles sont ses valeurs, comment il se raccroche au tout, on va lui proposer par exemple une recommandation du type « détecter le driver qui guide vos actes ». Pendant ce temps-là, le manager aura par exemple accès à une recommandation du type « définir la vision collective et la partager avec votre équipe ». Donc, on le voit, dans notre solution, on propose des recommandations qui sont de type introspective, qui visent à questionner les collaborateurs sur leurs pratiques, qui peuvent être jouées en asynchrone. En parallèle, on a également des challenges qui, là, sont plus en mode push. Donc, on vient interpeller les collaborateurs au travers d'outils de type outils de coaching,
Par exemple, là, sur l'exemple que vous voyez à droite de mon écran, le blason. Donc, on va venir questionner chacun des collaborateurs sur quelles sont les valeurs qui comptent pour moi, quelles sont mes réussites, imaginer un slogan pour son travail. Tout ça, c'est maillé avec ce qu'on appelle des fiches d'animation pratique, qui sont des fiches guidées qui permettent de mettre en commun. Pendant des temps, en fait, on vient jouer sur digital et en présentiel, individuel, collectif, et puis avec des temps de partage. Donc, ces fiches pratiques d'animation, elles permettent de guider celui qui pilote une séquence collective, une séquence en mode réunion, quoi, en fait, de 15 à 30 minutes. Et donc, on est guidé pour mettre en partage ces choses qu'on a découvertes sur soi-même. C'est un peu, comme le disait Yann Maël dans son introduction, finalement, on recrée un peu la machine à café ou cette sérendipité, ou en tout cas une découverte les uns des autres. On ne se concentre pas sur la réunion à seulement parler de qu'est-ce qu'on va faire ensemble, mais aussi de comment est-ce qu'on va bien travailler ensemble. On a comme ça plus de 2700 conseils et challenges individuels et collectifs qui sont personnalisés, qu'on vient renouveler en permanence en travaillant avec un collectif de coachs partenaires défensifs. Alors, le résultat pour Société du Grand Paris, donc là, je vous fais un petit résultat, je dirais un peu à mi-parcours, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a déjà mises en place et il y en a d'autres qu'on est encore en train de mettre en place. Puisqu'on parlait d'innovation, on est en plein cœur, hein. On se réinvente, on a besoin de se réinventer. Nous aussi, on place le digital au service des équipes. Mais il y a des choses à réinventer dans tout ça. Donc, Société du Grand Paris nous a refait confiance en 2021 pour outiller maintenant 4 équipes. L'objectif sur cette année, c'est de développer des réseaux apprenants. Donc, je pense que vous connaissez ce que Peter Senge a écrit sur les réseaux apprenants et l'entreprise apprenante. L'objectif, c'est de mettre les personnes en relation pour développer leurs compétences et leur donner envie d'agir et ainsi accroître leur efficacité dans leur environnement de travail. Donc, en fait, ce que ça nécessite, c'est finalement de trouver le bon équilibre entre apprentissage et mise en action. Et donc, vous l'avez vu, notre solution est assez adaptée à ça. On l'a fait évoluer aussi en travaillant concrètement en fait, avec Société du Grand Paris. On est en train aussi de mettre à disposition notre solution pour que Société du Grand Paris puisse customiser en fait les contenus qui sont portés au cœur de notre solution. Donc, comme je le disais, notre solution, elle est digitale, mais en fait, on a toujours besoin de finalement mailler digital et humain pour… en fait, le digital, il ne peut pas tout. Et donc, on travaille, je l'ai mentionné rapidement tout à l'heure, avec un réseau de coachs partenaires. En fait, finalement, nous, notre coach digital, il vient diffuser largement des bonnes pratiques d'efficacité collective en mettant les collaborateurs en mouvement, finalement. Et la finesse du coaching humain, pour certains cas plus difficiles, vient s'assurer de leur bonne appropriation et soutenir le manager. On n'adresse pas que ce cas-là, je vais les passer juste rapidement et pourrais peut-être revenir dessus si vous avez des questions. Mais on adresse aussi des enjeux, donc là je parlais de réseaux apprenants et d'entreprises apprenantes, mais on adresse aussi des enjeux de comment décloisonner dans les entreprises, comment mettre en place, par exemple, soutenir la mise en place d'une démarche de supply chain et faire collaborer différentes entités qui ont des objectifs qui ne sont pas forcément toujours bien alignés ou qui sont des objectifs qui leur sont propres dans chacune de leurs départements. Je vois que j'ai une perte de connexion Internet, donc j'espère qu'on m'entend toujours. De toute façon, je crois que mon temps est écoulé. Donc, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Oui, on entend très bien, il n'y a pas de souci. Merci Frédéric pour cette présentation. On a une question de Philippe Gérard. Quels sont les avantages de votre méthode face à des méthodes agiles de type Scrum? Oui, on est, je dirais, complémentaire de ces méthodes agiles. En fait, dans une méthode agile, alors je suis pas spécialiste de la méthode agile en même temps, mais on va faire avancer des tâches. Alors, par exemple, Société du Grand Paris, l'agilité, je vais mettre un peu de côté, je ne connais pas assez bien, mais par exemple, Société du Grand Paris utilise des techniques de management visuel. Mais on est très complémentaires en fait de ces techniques parce que nous, on vient adresser la question de comment est-ce qu'on renforce la cohésion. Et c'est des choses qui sont finalement complémentaires d'autres façons de faire bien collaborer des équipes ensemble. Très bien.
Merci beaucoup, Frédéric. C'est vraiment intéressant. On est sur un sujet vraiment clé là on sera ravis de continuer les discussions avec toi par ailleurs. On dira de quelle manière, parce que je pense que ça intéresse aussi le digital. À votre disposition. Voilà, donc merci beaucoup Frédéric. Merci. On va passer à la présentation suivante. Pour ceux qui veulent continuer à discuter avec Frédéric, il y a les onglets de chat, toutes questions pour le faire. N'hésitez pas à les utiliser. Merci Frédéric, je vais te sortir de scène comme on dit. Et puis j'invite à intervenir donc Raphaël Nicolas de SideCall. Je vais charger la petite vidéo tout de suite. Dans quelques minutes, il y a un slide vidéo. Okay. D'accord. Merci Benjamin. Vous m'entendez bien? Très bien. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Raphaël Nicolas, donc je travaille chez SideCall. Voilà, ça y est, on y est. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui la société SideCall très rapidement et des cas d'usage de mise en place de notre solution de vidéo assistance chez 3 clients. On parlera aussi des enjeux liés à la mise en place, à l'adoption de ce type d'outil qui est assez nouveau, et comment SideCall y répond et surtout les bénéfices que tirent nos clients d'une solution de vidéo assistance. Alors, SideCall est une solution non pas de vidéoconférence, mais de vidéo assistance. On a beaucoup parlé de Zoom, de Teams, des réunions d'équipe. SideCall est une solution qui permet à nos clients de voir ce que voient leurs clients, de voir ce que voient leurs techniciens sur le terrain, à travers de la vidéo alimentée par des fonctionnalités de réalité augmentée pour pouvoir guider ses clients, comprendre leurs problèmes et les guider à distance pour leur donner finalement de l'assistance. D'accord. SideCall a été fondé par 2 Français en 2008. Aujourd'hui, on a des investisseurs français et on a une très forte croissance. On est présent là où je suis hors Covid, normalement dans nos bureaux de Boulogne-Billancourt, mais aussi d'autres bureaux en Europe, en Asie, aux États-Unis. On a presque doublé nos effectifs en un an. On a plus de 120 employés et on est passé de 150 clients fin 2020 à 250 clients aujourd'hui. Donc notre plateforme est vraiment propriétaire, d'accord. On se base pas sur une autre technologie. On a développé la solution SideCall de A à Z et on l'a fait évoluer, on l'opère, on gère nos propres infrastructures, ce qui est assez important pour nos clients parce que en termes de gestion des données personnelles, c'est un élément clé, d'accord. Vous m'entendez bien, Benjamin? Oui. J'ai un petit bandeau rouge qui me fait peur tout en haut sur la connexion. Parfait. Donc voilà, plateforme propriétaire, on maîtrise notre technologie, on est transparent sur les données qui sont collectées, sujet très très important pour nos clients afin de respecter la conformité, notamment RGPD. On a un service avec ou sans téléchargement d'application. Et on a la possibilité aussi de s'intégrer avec les outils métiers de nos clients, ce qui permet de rendre en fait d'intégrer la vidéo assistance à l'intérieur des processus et outils de nos clients. Je vais passer donc au slide suivant. Donc, on travaille avec vraiment différents secteurs, avec des cas d'usage assez différents. Dans l'assurance, on va aider nos clients assureurs à faire de l'expertise à distance, la déclaration de sinistre à distance. D'accord, vous avez un dégât des eaux, au lieu de prendre votre demi-journée de RTT pour attendre un expert, vous avez votre assureur qui vous envoie un lien sur votre smartphone pour que vous lui montriez à distance votre sinistre. Il va prendre des photos à distance, il va pouvoir vous guider, faire des annotations, etc. Et vous aurez passé simplement 15 minutes au lieu d'une demi-journée avec cet expert. Dans les télécommunications, aussi bien pour le support aux techniciens terrain, mais aussi support aux clients finaux. Vous avez un problème sur votre box Orange ou Free, de la même manière, votre opérateur pourra vous donner de l'assistance en voyant ce que vous voyez et en vous guidant à distance. On a beaucoup d'autres cas d'usage dans l'automobile, dans l'industrie,
dans ce qu'on appelle life science, les sociétés qui fabriquent des équipements médicaux, mais aussi dans l'énergie, d'accord, aussi bien des sociétés plus pétrolières que énergie comme EDF. Et bien sûr d'autres sociétés plus de services. D'accord. On va revenir dessus avec 3 cas très concrets. Je voulais juste m'attarder sur les intégrations et les partenariats que Cycle a. C'est très important pour nos clients. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit précédemment, on utilise dans les sociétés de plus en plus d'outils collaboratifs, etc. Et parfois, c'est un petit peu dur pour les collaborateurs en fait de suivre, d'accord. Tous les mois, on a un nouvel outil, on doit l'adopter, etc. Le fait d'embarquer la vidéo assistance directement dans des outils de CRM, de gestion d'intervention ou d'ouverture de tickets techniques, ça permet déjà une meilleure adoption aux collaborateurs qui ne va pas avoir un nouvel outil de vidéo assistance, mais qui va avoir une nouvelle fonctionnalité juste de vidéo à l'intérieur de l'outil qu'il utilise déjà tous les jours. D'accord. Clé pour l'adoption. Je vais demander à Benjamin de vous partager une petite vidéo, si possible sans le son, parce que je ferai la voix off pour vous expliquer. Voilà, c'est un cas client, donc Valeo, constructeur de pièces dans l'automobile, qui utilise en fait nos services pour donner du support à ses propres techniciens terrain. D'accord. Donc là, concrètement, on a un technicien qui est devant une machine, d'accord, qui appelle son centre technique parce qu'il n'arrive pas à la faire fonctionner. Son expert du fil, qui pourrait être dans un call center par exemple, va lui proposer de lui envoyer en fait à distance un lien sur son téléphone. Donc là, on voit l'expert qui va juste rentrer le numéro de téléphone de son technicien ou de son client. Alright, it is connected. So le now I will technicien change to the back of the camera to see what you see. Clique So can you check sur on the left side lien, of the va se station connecter where the serial number should be? pour montrer en fait son problème. I don't see it. Le problème Wait a second, I will put some light to see a little en bit quelques better. secondes, la connexion s'établit. L'expert va avoir accès à de nombreuses fonctionnalités, activer le flash à distance, This le is your zoom, serial number. du téléphone de son technicien, faire des annotations en réalité augmentée directement sur la vidéo, permettre aussi aux propres You have a techniciens de little faire ces arrow which annotations shows that there is pour more montrer information là où il below. trouve son What you need problème, to click is this et button de over there pouvoir with surtout this arrow guider à so you can distance en scroll fait down to the un next technicien. menu. Okay, Lorsque I vous essayez de Go to setup. raconter votre problème par téléphone, Press souvent on a Enter. l'impression de parler une autre langue. And then Là, avec scroll la solution down Cycle, en quelques till the secondes, database on activation. comprend mieux le problème et on peut Let surtout me guider take à this distance information. notre Your activation code technicien ou is client. On va avoir des BAA fonctionnalités qui seront 999. très avancées, la Thank you so reconnaissance much. optique It de worked. caractère, la It saves me a lot of géolocalisation, la time prise de and the mesure time of en my réalité customer. augmentée, You're welcome. la Thank traduction you. simultanée lorsqu'on a un agent de support français qui parle un espagnol, et de nombreuses autres fonctionnalités qui vont permettre de pouvoir guider à distance et résoudre des problèmes plus rapidement. D'accord ? Je vous remercie pour cette vidéo. On peut rebasculer maintenant sur la présentation. Et je pense que vous comprenez un petit peu mieux la différence maintenant entre la vidéoconférence ou un WhatsApp vidéo ou un FaceTime et la solution de vidéo assistance qui donne en fait à l'expert, à celui qui donne du support, de nombreuses fonctionnalités pour pouvoir résoudre, comprendre et guider à distance beaucoup plus rapidement. Alors, on va s'attarder juste sur 3 cas clients très rapidement, de secteurs assez différents. Bureau Veritas, spécialiste de l'inspection, l'expertise à distance, les certifications, l'audit, qui a mis en place en fait notre solution pour donner du support à ses techniciens terrain ou des clients, et qui a déployé le service Cycle au niveau global, d'accord. La particularité, c'est qu'ils opéraient par exemple dans le milieu des constructions navales dans des endroits très très reculés, sans connexion internet, enfin sans bonne connexion internet. Ils peuvent utiliser notre service avec seulement 130 kilobits par seconde, ce qui est très très peu. Et ils ont créé 8 centres en fait de
d'inspection à distance dans le monde pour pouvoir supporter leurs clients, éviter d'envoyer quelqu'un sur le terrain, notamment pendant la période de Covid, ce qui a permis vraiment de pouvoir parfois aussi augmenter on va dire la partie sécurité, notamment dans un contexte sanitaire assez différent. Et même en sortie de Covid, voilà, c'est une technologie qui est maintenant adoptée, qu'on ait le droit de se déplacer ou pas, l'expertise, l'inspection à distance est utilisée. Autre cas d'usage assez intéressant, c'est le cas de Generali France qui, pendant le Covid, s'est rendu compte que du jour au lendemain, suite au confinement, ils avaient presque 2000 employés de vente qui ne pouvaient plus aller en rendez-vous client. D'accord, ni pour signer de nouveaux contrats, ni pour renouveler les contrats. D'accord, ils avaient l'habitude de prendre un petit café avec leurs clients. Là, c'est terminé du jour au lendemain. Donc, un impact très fort, aussi bien pour donner de l'assistance, on va dire du conseil à leurs clients, mais aussi pour acquérir de nouveaux clients. En 4 semaines, ils ont lancé l'initiative de la vente à distance, d'accord. Ils ont créé un parcours simple et complet de vente à distance pour leurs collaborateurs, tout intégré dans leur CRM, là en l'occurrence c'était Salesforce, qui intègre ce parcours aussi bien la prise de rendez-vous, les messages de consentement, on parlait du côté légal, d'accord, pour que le client autorise en fait le fait qu'on va le voir, qu'il va peut-être nous montrer des documents, etc. Et aussi bien sûr la vidéo en temps réel avec le partage de documents, la capture de documents justificatifs pour finaliser un contrat par exemple, pour que vous évitiez en fait d'avoir à les envoyer par email ensuite, jusqu'à la signature électronique et bien sûr des analyses reporting pour que Generali puisse suivre l'évolution du nombre d'appels vidéo par rapport au nombre de contrats signés par exemple. D'accord. Dernier cas, celui de Legrand, d'accord. Legrand qui fournit en fait des équipements électriques ou numériques, aussi bien en particulier qu'aux professionnels. Donc, même contexte, Legrand a déployé en fait la solution de vidéoconférence dans tout leur call center de France. Vous voyez à quoi ressemble un call center, c'est un plateau avec plein de personnes qui répondent au téléphone toute la journée. Donc là, on crée en fait un call center un petit peu augmenté où, en plus du téléphone, on va avoir le canal vidéo, excusez-moi, qui va vraiment permettre d'améliorer le service client pour résoudre beaucoup plus rapidement les problèmes et aussi pour améliorer en fait la relation client, d'accord. On a l'impression que notre prestataire ou notre fournisseur nous comprend mieux, plus vite et peut très rapidement résoudre nos problèmes. D'accord, 3 cas d'usage. Alors, passer du physique présentiel à la vidéo, vous l'avez dit dans vos interventions précédentes, c'est pas forcément évident. Il y a vraiment des challenges, des enjeux qu'ont tous nos clients, d'accord. Il faut pas se le cacher. L'adoption interne, premièrement, les personnes qui avant allaient sur site ou qui utilisaient juste des canaux de communication téléphonique, il faut leur apprendre comment utiliser la vidéo et les convaincre, d'accord. Personne qui a fait ça pendant 15 ans, passer sur un autre mode de fonctionnement, c'est pas forcément facile. Ce que je vous avais expliqué, c'est que nos intégrations existantes préconstruites permettent justement d'embarquer la vidéo assistante dans les outils métiers de nos clients, ce qui permet d'améliorer l'adoption parce que c'est juste un nouveau bouton qui apparaît dans l'outil qu'ils utilisent déjà depuis des années. On forme également les utilisateurs, d'accord, sur nos outils et aussi des conseils de bon usage. On leur apprend comment proposer une vidéo assistance à leurs propres techniciens terrain, à leurs propres clients pour les convaincre, parce qu'il y a aussi côté client des réticences et on met en place des Customer Success Managers. Ce sont des gens chez SciCall qui permettent pendant toute la durée du contrat de suivre l'adoption et les KPIs, c'est-à-dire les indicateurs clés de succès. Côté client, on n'accepte pas toujours aussi lorsqu'on se fait proposer en fait une vidéo assistance de se connecter en vidéo. On n'a pas forcément envie de se voir, on n'a pas forcément envie d'utiliser son téléphone personnel pour se connecter avec un fournisseur. Donc
grâce à Cycall, on peut tout personnaliser, les scénarios d'appel, la manière dont l'appel va commencer, et le fait aussi d'avoir une technologie avec installation d'applications sur le téléphone ou sans application, en fonction des cas d'usage, ça permet de faciliter, de fluidifier en fait la connexion, afin que le client ait juste besoin de cliquer sur le lien et de se tenir son téléphone dans la bonne direction pour se laisser guider. D'accord ? La faible consommation de bande passante Internet est aussi clé, d'accord, parce que on a une technologie qui consomme très très peu de bande passante, ce qui permet en fait à nos clients d'utiliser même dans les îles les plus lointaines d'Asie, d'accord, pour donner du support sur les équipements médicaux aux hôpitaux par exemple, d'utiliser la vidéoassistance. Enfin, il y a quelque chose, on n'y échappe pas, on travaille avec des gros clients, on passe à la moulinette de questionnaires sécurité, conformité RGPD tous les jours. On a une équipe sécurité qui est dédiée là-dessus. Notre infrastructure garantit cette sécurité, cette transparence sur les données que on pourrait être amené à collecter, même si elles sont très très peu nombreuses, finalement, les données personnelles qui sont collectées. Et on peut effectivement aussi mettre en place des messages de consentement pour informer avant l'appel vidéo nos clients sur l'impact. Je vais terminer par ça. Quels sont les bénéfices que tirent nos clients de la vidéoassistance, d'accord? Bien sûr, réduire le temps de résolution d'un problème, d'accord? Avant, par téléphone, on avait souvent de multiples appels téléphoniques pour le même problème, des appels téléphoniques assez longs. Maintenant, on réussit à réduire ce temps-là de presque 70% et d'améliorer le taux de résolution dès la première intervention. D'accord. Souvent, exemple de votre chaudière. D'accord. Votre chaudière tombe en panne. Vous attendez quelqu'un encore une fois pendant une demi-journée. Il vient, le plombier vient ou l'expert vient et il vous dit j'ai compris votre problème. Maintenant, il va falloir que je revienne avec la bonne pièce pour venir vous réparer. D'accord. Donc c'est ça, augmenter le taux d'amélioration de résolution dès la première intervention. La formation aussi, la formation à distance, ça permet de réduire ce temps de formation parce qu'on peut envoyer des collaborateurs sur le terrain et les guider à distance pour qu'ils pratiquent en fait directement sur le terrain, ce qui réduit considérablement ce temps de formation. La satisfaction client, c'est clé, d'accord. Quand on réduit tous les autres indicateurs que je vous ai annoncés, forcément un client, il est, comme je vous l'ai dit, content qu'on puisse résoudre son problème tout de suite en vidéo sans qu'il ait besoin de poser des congés ou d'attendre un délai assez long de résolution. Et enfin, les temps de déplacement, voilà, on a un assureur Allianz qui a, par exemple, juste en Espagne, diminué les déplacements de 6 millions de kilomètres en un an, ce qui est quand même considérable. Voilà, j'espère que j'ai été dans les temps. Est-ce que vous avez des questions ? Sinon, je vous invite à me contacter. N'hésitez pas. Merci Raphaël, c'est vraiment spectaculaire votre solution. On est impressionné, on la trouve vraiment adaptée aux contraintes contemporaines. Hein. On est vraiment dans le cœur du sujet, comment améliorer ce sujet de l'intervention, du support avec des outils performants. Donc on est vraiment fan hein, comme chez Cap Digital de cette solution. Le setup est long. Ça dure combien de temps au minimum ? Alors, pour créer un environnement pour un client, et on l'a vécu pendant le Covid où on a eu un nombre de demandes urgentes, en 1 heure, on est capable de créer un environnement dédié pour un client, des licences. C'est une solution SaaS qui se déploie très rapidement. Grâce à nos connecteurs existants, on peut intégrer en 1 heure dans un CRM comme Salesforce, Microsoft Dynamics ou autre, SAP par exemple, la solution de manière intégrée. Et après, en quelques semaines, vous voyez, Generali, on parle quand même de milliers d'utilisateurs en 4 semaines. Et pour certains clients qui ne nécessitent pas beaucoup d'intégration, etc., c'est une question de jours. D'accord ? D'accord. Ok. Parfait. Merci Raphaël. On communiquera bien sûr tes coordonnées à tous ceux qui veulent être mis en relation avec toi. Et puis on te souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci à toi.
J'invite maintenant Arnaud, Céline, Jérémy à nous rejoindre pour parler d'un retour d'expérience de RTE qui a mis en place une démarche d'intelligence collaborative accompagnée par Esprit collaboratif. Arnaud, je te laisse te présenter. Tu as la main sur les diapos avec la flèche de ton ordinateur. Ok, très bien. Merci Benjamin de nous recevoir. Merci à Cap Digital d'organiser cet événement. Merci aux présents et à ceux qui revisionneront la vidéo. Et puis surtout, je voulais remercier chaudement Céline Gombert et Jérémy Favrio qui nous font le plaisir de nous accorder un peu de leur précieux temps pour venir présenter la démarche collaborative qu'ils ont mis en place au sein d'RTE. Et on trouvait ça super intéressant que ce soit plutôt les instigateurs de la démarche et ceux qui la mènent au quotidien qui en parlent plutôt que nous. Voilà. Donc, je vais juste prendre quelques toutes petites minutes pour présenter Esprit Co et je vais laisser la parole à Céline et Jérémy pour qu'ils vous présentent cette démarche d'intelligence collaborative au sein du développement économique des territoires chez RTE. Alors, quelques mots sur notre société. Plutôt que de vous présenter tout de suite qui on est, je vais plutôt commencer par notre pourquoi. Globalement, Esprit Co, l'enjeu qu'on adresse, c'est un enjeu qui est majeur, notamment dans la sphère de l'entreprise, mais pas seulement, qui est celui de l'information. Aujourd'hui, les besoins en information sont transverses à l'ensemble des métiers, l'ensemble des organisations, quel que soit leur secteur d'activité. Globalement, on a besoin de suivre de l'info pour suivre les évolutions de son métier, faire évoluer ses connaissances, compétences. Les métiers évoluent de plus en plus vite, mais aussi saisir les évolutions également de plus en plus rapides de son écosystème, clients, partenaires, concurrents, etc. Et tout ça pour le mettre au service des performances individuelles, mais aussi de la performance et de la compétitivité de son entreprise. Si on prend toutes les bonnes études qui sont publiées sur le sujet, et notamment IDC, Gartner en publie annuellement depuis une bonne dizaine d'années, on voit qu'en moyenne, c'est 30% du temps de travail des salariés qui est dédié à l'activité de recherche d'informations pour la plus grande part de ce temps, et pour une part beaucoup plus faible à son traitement, à sa gouvernance. Et on voit que cette activité, elle est très douloureuse pour les collaborateurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, on évolue dans un contexte informationnel et c'est pas nouveau, comme le disait Yann Maël au tout début de l'événement. On évolue dans un contexte de surinformation dans lequel il y a des problèmes une crise de confiance dans l'information. Globalement, les motivations qui sous-tendent à la production d'informations, elles sont majoritairement économiques, que ce soit pour alimenter le modèle éco des plateformes web ou pour soutenir des démarches marketing. Et donc, trouver l'information qualitative, utile à chacun dans cet océan informationnel, c'est devenu humainement extrêmement compliqué. Et donc, du coup, face à cet enjeu-là, aujourd'hui, pour l'instant, la réponse qui est donnée dans les entreprises, pour les plus chanceuses et les plus grosses d'entre elles, c'est une cellule de veille avec 1 à 5 professionnels de l'information en moyenne qui vont bien surveiller l'information, produire des études, en majorité à destination du COMEX et du CODIR, et puis, quand il leur reste du temps, à l'adresse des salariés qui en font la demande. Et donc, on voit qu'il y a une réponse qui est très disproportionnée par rapport aux besoins autour de l'information. Et il en résulte que toutes les entreprises, qu'elles soient chanceuses ou non au niveau de comment elles sont dotées par les cellules de veille, voient des multitudes de dynamiques de veille très redondantes, très artisanales, très silotées, où en fait se sont reproduits les silos organisationnels dans la sphère du numérique, et donc l'information, l'achat d'intelligence est très redondant, et ça a un coût pour l'entreprise, c'est un enjeu business très fort. La dernière étude IDC, elle estime à 1,1 million d'euros par salarié par an le prix de ce temps consacré à l'information, ce qui fait en moyenne 49 millions d'euros par an par organisation en Europe. Donc c'est vraiment à cet enjeu qu'on a décidé de s'adresser à Esprit Co, d'abord avec une plateforme de veille collaborative qui est ergonomique, simple d'utilisation et qui vraiment est destinée à permettre à chaque métier de s'autonomiser et de rationaliser son activité de surveillance d'abord, donc de réduire le bruit informationnel et d'aller trouver l'info pertinente quant à ses besoins, et surtout de gagner du temps pour le mettre au profit de l'analyse et donc la mettre au service de ses performances, des performances individuelles et des performances collectives. Et donc pour ça, en fait, il y a toute la plateforme a été pensée pour être collaborative, c'est-à-dire que lorsqu'on met en place des activités de veille, de traitement de l'info, ça va être mis à disposition du collectif, et ce capital informationnel, n'importe qui va pouvoir le trouver, l'utiliser et y contribuer s'il le souhaite. Et l'idée, c'est vraiment de permettre à chaque collaborateur au sein d'un métier, à chaque métier, entre métiers au sein de l'entreprise, et
entre entreprises sur un territoire, par exemple, de pouvoir mettre des expertises en commun autour de sujets d'intérêt transverse. Voilà, on a une thématique qui nous intéresse collectivement, on a un secteur, un acteur, des tendances qui nous intéressent. On va mutualiser nos efforts et on va mettre nos expertises de manière très pluridisciplinaire, très transverse, au service de l'analyse de l'information, de la production d'intelligence collective, qui va elle-même être mise au service des performances individuelles et de la performance et de la compétitivité de l'entreprise. Donc voilà vraiment la vocation d'Esprico. Donc on le fait via cet outil de veille. Mais comme le disait encore une fois Yann Maël et mon prédécesseur également, les outils, les entreprises en ont acquis des dizaines et des dizaines depuis 20 ans qu'elles doivent initier leur transformation numérique. Et pour autant, la collaboration, on voit bien qu'elle ne se décrète pas, qu'elle doit être mise au service d'objectifs partagés, adaptés à un contexte, à des besoins, à une culture. Et donc, on a une offre biface avec une approche aussi de conseil de service qui vise à accompagner nos clients à développer ce type de dynamique de veille collaborative au service de leurs objectifs pour que ça fasse sens, et que ce soit engageant. Et c'est ce qu'on a fait en rencontrant Céline et Jérémy, ce qu'on a eu la chance de mettre en place avec eux. Et je vais laisser la parole à Céline pour présenter le projet de veille collaborative au service du développement de l'intelligence territoriale chez RTE. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, mais merci Céline encore. Alors, ce sera Jérémy qui prend. Oui, c'est ça. Moi, Jérémy. Alors, je suis désolé, mais j'ai l'impression que ma caméra ne fonctionne pas. Mais c'est pas grave, je vais commencer sans la caméra. Je vais commencer par présenter rapidement RTE. Donc, RTE a été créé dans les années 2000 avec l'ouverture du marché de l'énergie, marché européen de l'énergie. RTE, c'est le gestionnaire du réseau de transport d'électricité. On gère la mission essentielle de RTE, c'est de gérer l'équilibre entre la production d'un côté et la consommation de l'autre, car aujourd'hui, l'électricité ne se stocke pas, ou en tout cas, elle se stocke mal et en petite quantité. Et évidemment, nous sommes impliqués au quotidien pour la réussite de la transition énergétique. Et l'un de nos défis est véritablement de pouvoir intégrer les énergies renouvelables sur notre réseau. Au sein de RTE, on a une direction qui s'appelle la Direction Développement économique et territoire, qui a été créée il y a quelques années, dont l'objectif est véritablement de sensibiliser les salariés de RTE aux enjeux territoriaux et de mettre en place différents outils pour renforcer la présence de RTE sur le territoire. Donc, si on passe à la slide suivante, un mot maintenant sur le contexte. Comme vous l'avez perçu, les infrastructures de RTE sont implantées, font partie intégrante du paysage, du territoire. Et la démarche de veille territoriale s'inscrit dans cette volonté de mieux connaître les enjeux territoriaux par les salariés de RTE. Donc, pour les aider à mieux percevoir les grandes tendances territoriales, qu'elles soient économiques, environnementales, politiques, RTE a fait le choix d'initier un projet de veille pour capter, pour capitaliser et mettre à disposition de tous l'information disponible. Et puis, c'est aussi un moyen de gagner en efficacité individuelle, mais également en efficacité collective. Donc, nous avons expérimenté avec Esprit Collaboratif la plateforme Curbot pendant une année avec une région RTE. Donc, nous avons eu 50 participants volontaires. Ces 50 participants, on les a eus progressivement au cours de l'année. Donc évidemment, nous avons eu l'occasion de tester un certain nombre de veilles et cette expérimentation est tombée au moment de la crise économique et sanitaire qui a été pour nous une opportunité
pour développer notre démarche de veille collaborative et qui a été un véritable déclencheur, pour nous. Alors, je vais juste rappeler en fait les grands principes de notre méthodologie. Il y a cinq grands principes, pardon. Le premier, c'est de ne pas créer de doublons de veille avec les autres entités de RTE. Ensuite, c'est de ne pas informer inutilement parce que trop d'informations nuit évidemment à l'information. C'est de ne pas imposer la veille collaborative, mais c'est de convaincre les utilisateurs de l'utilité de s'engager dans ce type de démarche. Enfin, le quatrième grand principe, c'est de ne pas uniformiser la veille, mais de s'adapter aux besoins spécifiques de chaque région sur le traitement et le partage de l'information. Et enfin, il y a un point qui nous semble essentiel, c'est de ne pas oublier de favoriser les échanges entre les différentes régions RTE en développant des sujets de veille transversaux. Donc, on peut passer, Arnaud, à la slide suivante, si tu le veux bien. Donc, alors j'ai un peu anticipé cette slide-là. Donc, comme je l'ai dit, le Covid a été un élément déclencheur dans notre démarche, dans notre expérimentation. Ça ne veut pas dire que nous n'avions pas enclenché d'autres veilles précédemment, avec les participants de la région RTE. On a aussi eu la possibilité, grâce à cette veille Covid, de développer d'autres sujets et de développer le collaboratif avec les régions RTE. Donc voilà sur le tour d'horizon de la démarche. Maintenant, je vais laisser la parole à Céline qui va faire un point sur les bénéfices de cette démarche, sur le retour d'expérience que l'on a pour le moment. Oui, bonjour. Ce qu'on se propose de faire là, c'est de partager avec vous la méthode que nous avons choisie pour essayer de faire prendre cette dynamique de veille collaborative. Et on a vraiment deux grands axes que nous essayons au quotidien avec Jérémy de mettre en œuvre. C'est avoir une philosophie des petits pas et de mettre l'humain au centre de notre démarche collaborative. C'est celle qui semble fonctionner chez RTE, qui n'est pas forcément adaptée à d'autres structures, mais c'est celle que nous expérimentons et qui aujourd'hui nous donne plutôt satisfaction. Pour rentrer un peu plus dans le détail, avec Jérémy, on n'est pas des veilleurs. Donc déjà, nous apprenons en avançant, sans certitude. On se fait accompagner par esprit collaboratif. Donc c'est à petits pas. Ensuite, nous ne sommes pas une direction de la veille, une cellule de veille. Donc, nous n'avons pas la légitimité de la veille chez RTE. Donc, nous faisons attention à communiquer vis-à-vis d'autres directions qui, elles aussi, peuvent manipuler de l'information, direction de la communication, des directions qui gèrent la donnée, l'open data. Nous communiquons sur la démarche, nous expliquons, nous essayons de faire en sorte qu'il n'y ait pas de doublons et qu'il n'y ait pas de tension. Par exemple, avec la direction de la communication, ils ont, eux, une veille réputationnelle RTE. Clairement, aujourd'hui, Curbot, nous ne l'utilisons pas pour l'irréputationnel RTE. Nous ne surveillons pas RTE sur la plateforme. Nous surveillons les territoires. Ce n'est pas un mot-clé qu'on utilise. Nous essayons d'être pragmatiques. C'était résumé dans le transparent que vous a présenté tout à l'heure Jérémy avec ses 4-5 ronds. Ces ronds-là, on les présente assez régulièrement pour rassurer en interne. On essaye d'être pragmatique, on construit avec et pour des collectifs et sans imposer nos idées. On essaye en tout cas. On s'appuie sur des alliés, pas forcément ceux qui nous sont désignés par les directions de l'entreprise.
on va capter peut-être des personnes qui sont en retrait, mais qu'on sent vraiment intéressées par la veille, le collaboratif, les outils. Et on va s'appuyer sur eux principalement. On essaye de cultiver la curiosité. Donc, on va déborder un peu de nos champs de compétences. Par exemple, actuellement, on fait une veille sur la relance économique. C'est dans nos compétences. Mais on va derrière également surveiller des secteurs d'activité de nos clients. Ça, c'est du domaine de la direction commerciale. C'est pas grave, on fait tourner l'outil et de temps en temps, on va faire une petite newsletter, on va faire un rapport d'informations extrait de la plateforme, ce qui va éveiller l'intérêt de potentiels utilisateurs ou bénéficiaires. On s'adapte aux moyens que les équipes en région peuvent ou souhaitent mettre à notre disposition. RTE, c'est 7 directions régionales. Donc, notre objectif, c'est de mettre en fonctionnement des veilles collaboratives dans les 7 régions en intermétier, plus notre veille à nous, plus de l'interrégion. C'est ça notre vision globale. Chaque région aujourd'hui va développer l'outil à sa façon, avec ses moyens. Par exemple, beaucoup vont mettre en ambassadeur de la démarche des alternants. Nous, on se dit, des alternants, ça ne va pas, quoi. Il reste 1 an, 2 ans, comment pérenniser la démarche? Mais c'est un fait. Leur capacité aujourd'hui, c'est en s'appuyant sur les alternants. Donc, on fonctionne avec les alternants et on a intégré que chaque mois de septembre, eh bien, il va falloir reformer, donc avoir des sessions de formation, des sessions avec Expreco pour recréer du collectif. Et enfin, on cherche du sens et bien sûr à créer de la valeur, qu'elle soit à la fois individuelle et collective. Nos grands enjeux à ce stade, ils sont le premier. On constate après 1 an et demi que notre premier enjeu qui était celui de l'acculturation. J'ai un écho, je ne sais pas si vous l'avez. Oui, également. Ça doit être assez désagréable. Je vais faire vite. C'est mieux là. Notre premier objectif qui était d'acculturer les salariés au territoire semble prendre. Notre deuxième objectif va être de faire en sorte que toute l'intelligence que l'on va extraire de cette veille collaborative, on puisse l'intégrer dans le processus décisionnel de RTE et des métiers. Donc, ça va être la deuxième étape qui est absolument essentielle, puisque c'est là qu'on a vraiment de la création de valeur. On sait qu'on doit s'adapter, donc il y a une implication dans le temps. Faut adapter les veilles, il faut adapter les équipes, faut s'adapter en permanence. Il faut qu'on s'appuie sur des collectifs. C'est clair, il va falloir qu'on puisse s'effacer vis-à-vis d'eux. Et enfin, les indicateurs de performance. Donc là, on travaille à mettre en place des indicateurs de performance de la démarche. Donc, une fois qu'on les aura définis, on pourra les suivre et il faudra qu'on puisse démontrer, prouver à l'entreprise la pertinence de payer ce type d'outil. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Arnaud aussi pour ce retour d'expérience. Est-ce que tu avais un mot peut-être pour conclure, Arnaud? On sait que l'enjeu du partage de l'information, il est clé dans une organisation. Est-ce que tu voulais peut-être conclure? Parce que là, je voyais qu'il n'y avait pas de questions et puis on a un peu dépassé le temps qui était imparti. Je ne vais pas abuser du temps qui nous a été alloué, mais je voulais remercier encore chaudement Céline et Jérémy, avec qui voilà, c'est un travail extrêmement stimulant et très intéressant qui menait. Donc voilà, c'est des enjeux très intéressants à suivre et à traiter. Merci beaucoup Céline et Jérémy d'être venus témoigner aujourd'hui. Merci à tous. Merci Arnaud, merci Jérémy, merci Céline. Je vais vous sortir de la scène et je vais inviter Alban à intervenir. Hop, Alban, donc tu as déjà chargé ta présentation. Bravo. Ouais, je suis là. C'est bon pour la présentation, je pense. Et je t'en prie, c'est à toi. Oui. Ok, super. Si on peut la mettre juste un tout petit peu plus, c'est parfait. Si je peux bien la passer. Ok, super. Très bien. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et merci surtout pour l'invitation à Cap Digital et merci pour votre écoute à venir. Je suis Alban Payan, le pilote marketing de My Serious Game.
moi, mon rôle réellement, c'est de comprendre et d'anticiper le marché de la formation professionnelle digitale. Autant vous dire que récemment, il y a eu pas mal de rebondissements et c'est ce qu'on aime aussi dans le métier, je pense. Et c'est ce qui nous amène réellement ici, ce matin, à pouvoir discuter des dernières innovations. Ça a beaucoup bougé, je ne vais pas refaire l'historique de ces derniers mois. En tout cas, c'est forcément pas les mêmes codes qu'il y a en place aujourd'hui par rapport à ce qui se passait il y a quelques mois. Donc, je vous le disais, je travaille chez My Serious Game. C'est une jeune entreprise tourangelle. Alors, on a déjà 7 ans. Là, c'était la photo de l'année dernière pour nos 6 ans. Mais au mois de septembre, on va souffler la 7e bougie. On a décidé d'internaliser toutes nos compétences. C'est-à-dire qu'on a des ingénieurs de formation, des ingénieurs pédagogiques, des développeurs, etc. Et pour le coup, My Serious Game, avec toute cette richesse de profils, on met nos expertises au service de la pédagogie et de l'innovation technologique. Réellement, c'est ça. My Serious Game, c'est un créateur de formation digitale sur mesure, le premier en France, en toute modestie pour le coup. Je souligne bien le côté sur mesure, c'est vraiment une approche de service que l'on propose. Et on a été choisi par l'AFNOR pour construire la première certification d'ingénierie de formation digitale. Donc, on en est très fiers. C'est très intéressant, surtout parce qu'on commence à mettre des règles du jeu aussi dans la création de formations digitales. Former en présentiel, vous imaginez bien, c'est complètement différent de la formation à distance. Je pense qu'on l'a tous vécu récemment avec, on se disait, on a 7 heures de formation en présentiel, est-ce qu'on peut faire 7 heures de formation à distance? Eh ben non, je pense que c'est toujours plus compliqué de se concentrer avec un écran ou sans. Donc voilà, notre but du jeu, c'est d'accompagner les clients, vous voyez à l'écran, d'accompagner surtout leurs apprenants et de créer de beaux projets avec eux de formation digitale. Ce qui me pousse aujourd'hui à échanger avec vous, comme tu l'as bien mis en avant, Benjamin, tout à l'heure, c'est effectivement, on est tous aujourd'hui apprenants et demain, est-ce qu'on ne serait pas tous formateurs finalement? On sait qu'on apprend, la meilleure façon d'apprendre finalement, c'est d'enseigner, c'est de montrer aussi, parce qu'on vient capitaliser sur un savoir-faire que l'on a développé. Et c'est la question que j'aimerais lancer quelques débats ce matin et vous faire part d'un retour d'expérience avec Domitis, et ça va venir dans les prochaines slides. Juste avant de rentrer dans ces détails, je trouvais ça hyper intéressant. En fait, c'est Microsoft qui a mis en avant les 8 éléments clés d'une bonne expérience pour les employés. Vous vous doutez bien, avec leur lancement de Microsoft Teams, ils ont dû faire quelques recherches, c'est-à-dire pourquoi cette plateforme collaborative est intéressante. En fait, ce qui est hyper inspirant et passionnant ce matin, c'est que tout ce qu'on a pu entendre sur les interventions précédentes, finalement, viennent nourrir ces 8 axes. Alors, on avait des exemples avec Arnaud sur le partage de connaissances. Yann Maël, tout à l'heure, nous parlait de la communication. Vous voyez, on retrouve vraiment ces éléments dans la bonne expérience pour les employés. Moi, j'ai envie de creuser un petit peu plus sur l'apprentissage, le learning, le côté growth and development, vous voyez sur la petite étoile en haut à gauche, parce que c'est une part fondatrice de l'organisation collaborative de demain. On l'a vu aussi avec Frédéric, le premier facteur de succès des projets, c'est le facteur humain. Et il faut être capable de les impliquer, de faire en sorte qu'il y ait une appartenance au groupe, et ça fait partie de cette expérience. Donc, on arrive sur le fameux terme, l'empouvoirment. Alors, un petit bonjour à nos amis canadiens. Donc, l'empowerment, normalement, on ne le traduit pas, mais bon, on va le faire ce matin. Le but du jeu, c'est, comme on disait, d'impliquer les collaborateurs et de leur donner la main. Et donc, au niveau de la formation digitale, concrètement, à quoi ça ressemble finalement? C'est qu'il y a une bataille des compétences, il y a une obsolescence, on entendait tout à l'heure ce terme, dans le fait de devoir toujours se réinventer dans son travail. Donc, du coup, si dit un travail réinventé ou des nouveaux travails qui apparaissent, ça veut dire de nouvelles compétences qu'il faut acquérir. Donc, il va falloir être capable d'accélérer, d'industrialiser, tout en garantissant une certaine harmonie dans le développement des compétences. Donc, pour développer des compétences, il faut bien évidemment mettre en place des formations. En tout cas, la formation est un des piliers pour répondre à cette problématique. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment on peut exercer une transmission de savoir avec des méthodes de création pertinentes et des méthodes qui sont éprouvées. Nous, aujourd'hui, et surtout ce que j'ai envie de vous mettre en avant ce matin, c'est qu'effectivement, tout le monde peut créer des formations, mais je n'ai pas dit tout le monde peut créer des bonnes formations. Mais c'est bien ça qui est intéressant, c'est que
finalement, tout le monde peut avoir de bonnes intentions à vouloir s'impliquer dans les projets. Et je vais vous donner un exemple qui est très frappant et qui va tous nous parler. Je vais peut-être me faire des ennemis ce matin avec cette image. On le voit très clairement, voilà, on est sur de l'actualité, mais pour le coup, on a une personne qui a pris ses responsabilités, peut-être pas au bon moment, et finalement, on se rend compte que le projet n'a pas abouti à une victoire, comme on aurait pu s'y attendre. Donc voilà, effectivement, ça peut être la même chose d'un point de vue, pour le coup, un peu plus professionnel, en tout cas sur le secteur que l'on connaît un peu plus. C'est comment on fait pour trouver ce bon équilibre entre l'apprentissage et la mise en action et éviter ces petits couacs qu'il peut y avoir dans les équipes. Donc, on vient parler de l'approche bottom-up. Donc, effectivement, des personnes qui doivent prendre des responsabilités. Il y a quelques étapes à suivre. Et après, je vous donnerai concrètement les étapes qui ont été mises en place avec notre client pour avoir une bonne approche en bottom-up, pour faire en sorte que nos experts métiers puissent réaliser des formations digitales. C'est bien de ça dont il est question ce matin. C'est comment on fait pour faciliter les échanges entre le service formation et les experts métiers dans la création de formation pour faire monter en compétence les équipes. Donc, la première étape, c'est plutôt d'aller cadrer, définir la démarche de change. On dit change, bien évidemment, c'est le côté change management. Comment on fait en sorte que tout le monde puisse être dans le même bateau au niveau de la transformation numérique dont on a entendu parler, mais surtout la transformation d'un point de vue collaboratif. Il faut cadrer, définir et bien prendre du recul. Rome ne s'est pas construit en un jour et vous comprenez bien qu'aujourd'hui, il ne faut pas foncer tête baissée non plus dans ces créations. En étape 2, il y a une sécurité à avoir et il faut sélectionner une équipe projet. Ce que je disais juste avant, finalement, comme cette tireur de penalty, on vient sélectionner son équipe projet pour leur savoir. C'est ça qui est important quand on veut impliquer des experts métiers. Pas forcément parce qu'ils sont des bons pédagogues, parce qu'on va le voir, il y a des solutions qui existent sur le marché avec des outils qui accompagnent ces personnes qui n'ont pas forcément la fibre pédagogique, mais qui ont le savoir, qui ont besoin de transmettre ce savoir effectivement, qui ont forcément une appétence digitale. On le sait, les outils aujourd'hui, on est plutôt dans un esprit de transformation numérique plutôt durable pour le coup. On s'attend à une hybridation par la suite des projets, mais en tout cas, il faut une appétence digitale pour pouvoir se lancer avec ce petit groupe projet. La troisième étape, c'est d'aller les outiller, bien évidemment, avec des outils forcément et des méthodologies, puis ensuite d'identifier des relais et se lancer sur la conception de formation et enfin identifier la chaîne de remontée. Voilà, ça c'est des grandes étapes pour sécuriser l'approche bottom-up et éviter les couacs qu'on a pu voir. Concrètement, dans l'exemple dont je voulais vous parler ce matin, c'est Aegide Domitis, une entreprise que vous connaissez sûrement, une filiale de City en plus, qui a lancé l'école Domitis en interne. En plus, Domitis, très clairement, un des grands secteurs d'activité qui a été touché par tout ce qu'on a connu ces derniers temps. Ils sont des spécialistes des résidences services seniors. Donc, typiquement, là, il y a eu l'urgence aussi d'aller accompagner les collaborateurs pour une montée en compétences, pour gérer une situation effectivement qui était vraiment une crise pour le coup. On s'est vu avec des résidences qui étaient complètement fermées, coupées du monde extérieur. Donc, pour le coup, les échanges ne peuvent se faire que numériquement. Donc, Domitis lance son école au mois de mars, en tout cas souhaite lancer son école au mois de mars pour relancer ce projet. Mois de mars 2020 pour le coup, donc très, très mauvais timing entre guillemets ou très bon, ça dépend du côté de la variable on se met. Et leur but du jeu, c'est d'aller introduire un digital dans la formation, bien évidemment, d'aller développer l'organisation apprenante. Et donc là, on vient parler du GC, c'est le User Generated Content, c'est-à-dire c'est comme sur les réseaux sociaux, c'est tous les utilisateurs d'une plateforme qui viennent créer du contenu. Et enfin, ils cherchent à hybrider les contenus. Ça, c'est la troisième étape. Nous, aujourd'hui, on va plutôt discuter de la première et de la deuxième. Donc, nous, comment on vient les accompagner sur ce projet? Je vous ai parlé de l'expertise de My Serious Game. Eh bien, on a développé un outil qui s'appelle Enlil. C'est un écosystème de formation digitale tout en un. Pour le coup, on vient accompagner nos clients et pour le coup, dans l'exemple, à aller introduire le digital information et instaurer une organisation apprenante avec toute l'approche bottom-up qu'on a vu tout à l'heure, qui permet d'impliquer, qui permet de donner la main à tous les acteurs de l'entreprise pour aller créer des formations et surtout faire en compétence des équipes. Et concrètement, à quoi ça ressemble? Il y a un outil de création à l'intérieur avec cette fameuse certification de la FLOR qui se retrouve être le cœur de l'outil. Donc, introduction digitale facilitée. On instaure une organisation apprenante du fait que la collaboration à l'intérieur de cet outil est beaucoup plus simple entre le service formation et les sachants, vraiment les experts métiers, les experts du terrain.
Tout ça vient se jouer sur une plateforme que vous voyez qui est hébergée sur Microsoft Azure, sont les partenaires du projet. On vient développer des API, c'est tellement important aujourd'hui. Les API, on a eu l'exemple ce matin également avec le fait de pouvoir mettre des outils dans des CRM qui existent, dans les outils qui existent déjà chez nos clients. On vient hybrider les contenus, aussi faire la collaboration synchrone. Je pense que c'est le plus important aussi aujourd'hui. Effectivement, on est intégré dans Microsoft Teams. Je ne sais pas si vous savez, si tout le monde le sait en tout cas ici, mais dans Microsoft Teams, il y a un catalogue d'applications. Alors, on en a un tout petit peu parlé avec Frédéric ce matin. Mais effectivement, en fait, il y a un catalogue d'applications comme dans vos téléphones. Vous avez la possibilité d'installer des applications pour pouvoir finalement n'offrir plus qu'un point d'entrée à vos apprenants, enfin en tout cas vos collaborateurs, ces apprenants pour le coup. On leur offre plus qu'un point d'entrée entre la possibilité de chatter, de collaborer ensemble, de faire des visios et la possibilité de se former, effectivement, vu qu'ils peuvent retrouver des outils de formation dont ils à l'intérieur directement de cette plateforme. Donc, on le sait, hein, Microsoft Teams a cette aspiration de faire en sorte que ce soit l'intranet de demain, cherche à dépoussiérer très clairement ce qui peut exister aujourd'hui dans les grands comptes au niveau des interfaces. Et nous, on croit énormément aussi au fait qu'on va pouvoir faire une grande interopérabilité entre tous les outils. Voilà, concrètement, Domitis, pour répondre à ces trois enjeux, s'est doté de notre plateforme, a pu créer des formations, aussi bien du point de vue de son service formation, mais aussi des experts métiers, parce qu'ils sont accompagnés à nouveau grâce à l'outil, parce que c'est une approche tout en une et ils ont pu diffuser très facilement à travers Microsoft et avec une API liée à leur SIRH, avoir un point de vue sur leur base de données qui est mise à jour régulièrement entre les apprenants qui arrivent et ceux qui ressortent. Et demain, c'est d'aller hybrider les contenus, effectivement, reprendre la vie, entre guillemets, la vie d'avant avec du présentiel et du digital. Voilà, c'est l'approche bottom-up qui est hyper importante, en tout cas, ne serait-ce que dans la formation digitale, qui doit être simplifiée, qui doit être sécurisée, on en parlait tout à l'heure, qui doit être cadrée et qui présente des avantages et des points d'attention. Je vous ai mis quelques éléments à l'écran. Surtout, ce qui est important, c'est que le métier parle au métier quand on est dans l'approche bottom-up sur de la formation. On a entendu tout à l'heure parler des compagnons. Oui, effectivement, les compagnons, c'est de là qu'est né ce besoin du compagnonnage. Que la construction d'une cathédrale, finalement, ça prenait plus d'une vie. Et donc, du coup, c'est compliqué. Finalement, si on a nos artisans qui disparaissent, il faut bien qu'il y ait une transmission. C'était bien le métier qui parlait au métier. C'est pour ça qu'on a créé tout ce système. Et bien, nous, on vient répliquer aussi ces idées. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on ne construit plus forcément une cathédrale, mais les entreprises, elles aussi, ont peut-être une vie, plus d'une vie. Vous voyez l'idée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui passent. Et donc, il y a vraiment un besoin de transmission de savoir, et les valoriser aussi, de créer des alumni auprès des collaborateurs. Des points d'attention, bien évidemment, sur la disponibilité des experts, les enjeux de gouvernance. Il faut bien, comme j'ai expliqué, cadrer ces projets, d'avoir des garde-fous et bien piloter, effectivement, le projet de formation. Et ça, c'est ce qui arriverait demain, normalement. Je vous parlais tout à l'heure du métier d'aller anticiper ce qui peut se passer sur le marché. On appelle ça des Capability Academies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plutôt les services RH, services formation, qui s'emparent du sujet de la formation digitale ou hybride, ou présentiel pour le coup. Demain, le but du jeu, c'est que ce soit toutes les directions métiers. Donc vraiment, le côté académie, c'est vraiment piloté par les directions métiers qui vont elles-mêmes créer des formations sur mesure, qui vont elles-mêmes détecter des besoins dans leurs équipes de formation et faire en sorte de s'outiller pour mettre à disposition des contenus formatifs auprès de leurs collaborateurs. Donc aujourd'hui, service formation, service RH, vraiment les piliers de ce sujet. Demain, c'est plus les directions métiers qui vont reprendre aussi de l'influence sur le sujet et qui vont faire la collaboration, bien évidemment, de la co-construction, comme je disais, entre service formation et service. Et les directions métiers, pardon. Et voilà, gardez en tête que Rome ne s'est pas construite en un jour, bien évidemment. Si on devait le faire, je pense que les réverbères et les tailles de pavés ne seraient pas les mêmes et voilà, ça prendrait feu très rapidement. Donc faites attention sur cette approche bottom-up. On a entendu parler que de choses positives ce matin. Petite nuance, bien évidemment, qu'il ne faut pas se lancer à corps perdu. Être moins dans ces terres de la réactivité comme on a pu l'être, mais vraiment s'ouvrir à l'ère de la qualité, à prendre du recul, à bien penser sa démarche avant d'aller chercher des outils. C'est ce qui fait généralement, en tout cas dans le monde de la transformation numérique qu'on est en train de vivre, c'est ce qui fait généralement la réussite du projet. Merci beaucoup. Vous pouvez aller sur le site MySerious ou Emile, je termine là-dessus, pardon, Benjamin, pour en savoir un peu plus. Il y a le cas client avec une vidéo de Domitis, comment a été mis en place ce projet.
projet. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bien évidemment, je suis à disposition et pas très loin du téléphone. Merci beaucoup. Merci Alban pour cette présentation très dynamique. On est effectivement très attentif au sujet de la formation, de ce qu'on peut appeler la co-formation entre salariés. C'est le partage d'expérience et de connaissances. Ça, c'est aussi clé pour l'avenir de nos organisations. Et on est heureux de voir que My Serious Game y contribue largement avec cet outil. La question, c'est plus la mise à jour de l'information dans ces contenus. C'est ça qui est intéressant justement avec la plateforme dont je parlais, Emile, c'est que effectivement ce sont les experts métiers qui viennent eux-mêmes créer des contenus et qui ont complètement la main sur ce qu'ils sont en train de créer. Et c'est vraiment une approche qui est intéressante parce qu'effectivement dès qu'il y a une envie d'aller faire une mise à jour sur le contenu en lui-même, ben, ils peuvent le faire directement via leur plateforme. C'est vraiment une approche différente du fait de passer par un prestataire qui vient nous créer le contenu. Et non, là, pour le coup, on a vraiment la main, on peut créer, mettre à jour comme on le souhaite. Donc, forcément, le déploiement se fait très rapidement. Le plus compliqué étant de bien s'assurer de créer des modules pédagogiquement pertinents. Merci beaucoup, Alban. Je vais sortir de scène et on va accueillir Clément de Wingsy. Clément, bonjour. Bonjour, Benjamin. Tu conclus cette séquence. Je t'en prie, je te laisse la main pour 12 minutes. Super. Bonjour tout le monde. Je vais conclure la journée normalement un peu plus rapidement. Et n'hésitez pas donc à préparer vos questions. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Très bien. Super. Alors, je vais vous parler de Ask Framatome, qui est une plateforme qu'on construit dans ma startup qui s'appelle Wingsy. Nous, notre cœur métier, c'est de construire des plateformes de questions-réponses pour nos clients. Et le grand challenge auquel on répond, c'est le challenge en fait de la connaissance qui est bloquée dans la tête des collaborateurs. Et vous imaginez bien que chez Framatome, comme chez vous, comme dans la plupart des entreprises, cette connaissance qui est dans la tête des collaborateurs, c'est un capital énorme. La plupart du temps, on a réussi à capitaliser, à mettre dans les bases de connaissances qu'une toute petite partie de ce que les personnes ont vraiment comme savoir-faire. Et donc, on appelle ça le savoir tacite ou le savoir implicite. Moi, ce que je dis souvent pour l'expliquer, c'est en fait tout ce qu'on échange à la machine à café, qui sera jamais dans aucune base documentaire, mais qui permet quand même de faire le métier et d'avancer plus vite. Et notre travail, c'est d'aller extraire ce savoir-faire tacite et de faire en sorte qu'il soit capitalisé et utilisable pour l'entreprise. Alors, les cas d'usage de ce type de solution, c'est avant tout des cas d'usage de support entre pairs. Donc, je vous donne un exemple qui se passe entre la direction technique, ingénierie, la mécanique et procédés chez Framatome. Il y a quelqu'un qui dit, OK, dans ce logiciel, comment je fais pour appliquer des règles de style sur la modélisation des liens physiques? Et ben ça, c'est le genre de choses que vous trouverez pas forcément dans la doc de l'outil. C'est des choses que vous trouvez pas, bien sûr, dans vos docs officiels, mais c'est quelque chose qui potentiellement peut faire gagner énormément de temps à quelqu'un s'il trouve la personne qui peut lui répondre. En excellence opérationnelle, on a le sujet pas uniquement de trouver vite les réponses, on a le sujet de trouver les bonnes réponses. C'est-à-dire que potentiellement, si je me tourne vers mon voisin et qu'il me donne une réponse partielle, 6 mois plus tard, mon projet plante parce qu'on est parti dans une mauvaise direction. Donc, par exemple, lorsqu'on demande c'est quoi le meilleur moyen de modéliser un gaz dans le pressurisateur d'un réacteur MSR, et ben là, on a envie de tomber sur la bonne façon. Parce que si je modélise mal mon gaz, potentiellement, derrière, ma chaîne de valeur n'arrivera pas à avancer. Le dernier cas d'usage, c'est le cas du transfert de savoir. Au moment où il y a beaucoup de personnes qui partent à la retraite, vous savez tous que le sujet de récupérer leur savoir-faire pour qu'il soit utilisable pour ceux qui arrivent, mais aussi dans 20 ans, c'est clairement une question stratégique et vous comprenez pourquoi Framatome travaille avec nous sur ce sujet. L'idée, c'est de s'assurer, avant que quelqu'un parle, qu'on lui ait posé toutes les questions parce que c'est lui qui a encore les réponses et dans quelques années, il ne sera plus là et les réponses, il les aura perdues. Donc, vous voyez qu'on a plusieurs cas d'usage qui vont consister à gagner du temps,
à améliorer la qualité et à sécuriser, à capitaliser le savoir dans le temps. Alors maintenant, la question, c'est comment ça marche chez Aspramatom, notre outil? Euh, C'est-à-dire quels sont les indicateurs de performance de notre solution de questions-réponses. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a mis 6 mois à la déployer sur 250 personnes, et pardon, 6 semaines, et dans ces 6 semaines, on inclut la partie création de l'ontologie. C'est-à-dire qu'en 6 semaines, d'ailleurs en seulement 2 semaines, on a modélisé tous les métiers, les disciplines, les composants, les projets de tout Framatome. Et ensuite, on a mis l'outil dans les mains de 250 ingénieurs. Chaque mois, 80 questions, 80% des réponses arrivent dans la journée. C'est-à-dire, ce qu'on a prouvé, c'est que dans une organisation, à travers des centaines de personnes, on a des temps de réponse qui sont très bons, alors qu'on a besoin que de quelques semaines de change management. Et enfin, le plus important, c'est qu'on a mesuré, par de la déclaration, je peux vous montrer comment ça marche, que 320 heures sont gagnées par mois. C'est-à-dire que notre solution de knowledge management, elle se paye en temps réel. Alors là, la question maintenant, c'est comment ça marche. En fait, notre application, notre plateforme, elle est très simple. D'un côté, on va déclencher des questions. Ces questions nous permettent d'avoir des réponses. Ces réponses nous permettent de montrer un résultat qui est du temps gagné. Et comme tout le monde aime bien gagner du temps, on a de plus en plus d'utilisateurs, donc de plus en plus de questions, donc de plus en plus de personnes qui peuvent répondre. Et c'est comme ça qu'on crée une boucle d'engagement dans l'entreprise. Notre secret, c'est notre intelligence artificielle. On est capable, lorsque quelqu'un pose une question, de la relier directement à travers l'organisation aux personnes qui sont les plus compétentes pour répondre. C'est-à-dire que notre IA va comprendre la question qui est posée, quelle que soit la complexité, et notamment lorsque c'est un ingénieur expert en neutronique du cœur, ben moi je ne comprends pas la question, mais notre IA est capable de la relier à travers Framatome aux 10 personnes qui sont les plus compétentes pour répondre, qui vont ensuite discuter entre elles, la réponse va être apportée, et la prochaine fois que quelqu'un posera la même question, eh ben, on va pouvoir retrouver la réponse. Donc, d'un côté, vous gagnez du temps en temps réel, et de l'autre, vous gagnez du temps à long terme. Pourquoi? Parce que quand les gens reposent les questions, ils ont la réponse instantanément, mais surtout vos experts, vos sachants, ils n'ont plus besoin que de répondre une seule fois aux questions. Ils n'ont plus besoin de se répéter. Et d'ailleurs, vous comprenez que ça devient les utilisateurs un peu centraux du déploiement, parce que vos sachants qui passent 30% de leur temps à répondre à tout le monde, quand on leur dit qu'ils n'ont plus besoin de se répéter, bah, c'est les premiers ambassadeurs de la solution. Et donc, la victoire, c'est gagner du temps, améliorer la qualité, sécuriser les savoirs. Et notre plateforme, en fait, elle ressemble à ça. D'un côté, on a une base de compétences qui est fondée sur l'autodéclaration de vos collaborateurs, que l'on va aider grâce à une intelligence artificielle de suggestion qui est fondée sur une ontologie métier qui est sur mesure pour ce qu'on fait dans votre entreprise. Ensuite, on a une base de connaissances avec ce fameux matching entre les questions et les réponses. Et enfin, on a un cercle de reconnaissance qui va nous permettre de qualifier et les réponses et les compétences, mais qui va nous permettre aussi de mesurer le ROI. Vous voyez, merci Romain, grâce à ta réponse, j'ai gagné 2 jours de travail pour ton aide sur la neutronique et à Flamanville 3. Et ben, ne serait-ce qu'avec cet écran-là, en fait, on arrive à mesurer que la solution fait gagner 320 heures par mois. On arrive à qualifier la compétence de Romain en neutronique et on arrive à classifier la réponse de Romain dans la base de connaissances. Le secret de l'outil, et je suis pas le premier à vous le dire aujourd'hui, c'est bien sûr le mode de déploiement. En fait, si vous avez un outil qui impacte le business aujourd'hui en faisant gagner au quotidien du temps, c'est là-dessus que vous allez avoir de l'engagement. Et grâce à cet engagement des collaborateurs sur le terrain, vous allez pouvoir faire en sorte que ce soit eux qui configurent et déploient la solution. La timeline de déploiement chez Framatome, c'est une livraison de l'outil en 4 jours, une préparation en bêta test avec justement un cœur d'une dizaine de collaborateurs
engagé dès le début dans l'outil pendant une semaine, et ensuite un déploiement généralisé qui permet d'atteindre plusieurs centaines de collaborateurs en quelques semaines. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que chez Framatome, on est engagé sur 5 ans avec eux et un déploiement sur 3000 personnes après ces premiers mois d'essai. La raison pour laquelle on est allé aussi vite et ça marche aussi bien, c'est d'abord notre client, le Knowledge Management, qui lui remplit son objectif de sécurisation du savoir, ce qui est stratégique pour la plupart des entreprises, encore plus dans le nucléaire, parce que le fait d'avoir la réponse dans 30 ans de pourquoi on a modélisé comme ça le gaz dans l'EPR, eh ben, c'est quelque chose qui va nous permettre de savoir entretenir la centrale dans 30 ans. L'autre raison du succès, c'est que les experts sur le terrain, ils voient l'outil comme un game changer parce que ça leur fait gagner du temps. Et enfin, et là je cite un autre client, ça permet de faire passer des organisations très vite à un état d'intelligence collective, d'entreprise apprenante, sans pratiquement que les gens s'en rendent compte. Et ça, justement, en le transformant de bas en haut, au lieu de partir en essayant de changer le management, en faisant des présentations. En fait, en outillant l'opérationnel, on outille en même temps une stratégie long terme. Et c'est la raison pour laquelle je pense j'ai été invité aujourd'hui à Innovation Corner, parce que justement, cette innovation permet, tout en avançant vite au quotidien du côté de vos équipes, permet à votre entreprise de se transformer à moyen terme. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère avoir été clair. Merci beaucoup, Clément. Qui est ton interlocuteur au sein de Framatome pour la mise en place de cet outil? C'est le Knowledge Management qui dépend des RH. D'accord. Voilà. Peut-être que certains d'entre vous connaissent Martin Rouleau-Dugage, qui est un des papas du Knowledge Management en France. Et mon client, mon face-à-face projet, c'est Romain Reboulot. Et d'ailleurs, un des points très intéressants, c'est que tous les gens du KM chez Framatome viennent de l'ingénierie. C'est des personnes qui étaient dans les usines, dans les bureaux d'études, dans les équipes de conception, et qui sont passés au KM. D'où le lien très fort avec l'opérationnel et le métier. Avec du coup un prisme de client pour toi qui va plutôt être des grandes entreprises, là où pas forcément. Les entreprises, c'est vrai qu'en dessous de 50 personnes, c'est moins intéressant parce que souvent les gens se connaissent suffisamment bien. Après, nos clients, ils sont entre 100 utilisateurs et 100 000. D'accord. Ok. C'est pour 100 000, ça, c'est. Est-ce que tu peux dire qui c'est 100 000, alors on n'y est pas encore, hein, mais 100 000, c'est Bouygues. Ok. Très bien. Mais ouais, on a la solution que vous avez vue, elle existe depuis moins d'un an. Si on avait réussi à faire 0 et 100 000 en un an, je suis assez d'accord avec mon prédécesseur. Il faut savoir prendre son temps, bien identifier les cas business et avancer sur le projet quand il y a un intérêt business, quand il y a une compréhension et un gain pour le métier. Ça ne sert à rien de déployer un outil pour déployer un outil. Cette feature sur le temps gagné, c'est le client qui vous l'a demandé ou c'est vous qui l'avez installé dès le départ? On l'a mis dès le départ et je pense que tous mes prédécesseurs ont le même problème, c'est que lorsqu'on fait de l'innovation sur l'organisation, sur le management, sur le knowledge management, c'est très difficile de mesurer notre impact. Et donc, potentiellement, on passe au second plan, soit en termes de priorité, soit en termes de budget, alors on est convaincus que c'est vrai, que ça devrait être au premier plan. Et donc, l'idée d'avoir dans le produit la mesure du ROI, elle s'est imposée très tôt dans le projet. Et en fait, comme nous, on mesure le temps gagné, c'est pas uniquement une mesure pour les décideurs, c'est aussi une mesure pour tous les collaborateurs. Parce que tout le monde veut gagner du temps. Ah oui, tout à fait. Parfait. Merci beaucoup Clément pour cette présentation. C'est vraiment très intéressant. Avec joie. Ça illustre et ça termine cette session de cette Innovation Corner qui sera disponible en replay très vite et que vous pourrez revoir. On est ravis de compter parmi nos membres des solutions aussi différentes, aussi complémentaires, qui illustrent l'importance de ce sujet de l'innovation dans la collaboration.
que les différents confinements ont mis en exergue. On est obligé de se questionner sur son mode d'organisation, sur l'implication du management, sur le partage de l'information entre équipes, le partage de connaissances, le partage d'expertise. Ça, c'est vraiment fondamental. Donc, merci à ces exemples. Merci à tous les intervenants qui ont présenté leurs solutions, leurs services. On vous remercie tous, Yann Maël, Frédéric, Raphaël, Arnaud avec RTE, Alban et Clément pour terminer. On vous donne rendez-vous à la rentrée. Il y aura une autre programmation qui sera prévue et on vous souhaite un très bel été. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.